Le cerisier du Japon, un motif souvent repris sur les kimonos, des décors en accord avec la saison, et c'est ce que l'on découvre entre autres bien évidemment dans l'exposition Kimono au bonheur des dames. C'est au musée Guimet en ce moment à Paris, et nous en avons le plaisir de recevoir la commissaire de cette exposition, Aurélie Samuel. Bonjour madame. Alors cette exposition retrace l'histoire de ce vêtement emblématique du XIIe siècle, on va dire les premiers prémices du kimono d'aujourd'hui jusqu'au XVIIe siècle. Là, c'est la maison Matsuzakaya qui présente pour la première fois à l'extérieur du Japon des modèles exceptionnels. Oui, c'est une grande chance pour le musée Guimet d'avoir pu obtenir ce prêt, puisque la maison Matsuzakaya, qui remonte à 1611, possède une très très belle collection de kimonos. Ils ont gardé tous les modèles depuis l'origine, et nous avions entamé les négociations avec eux il y a déjà un certain nombre d'années pour pouvoir exposer les modèles en France. Ce sont des pièces extrêmement fragiles. D'ailleurs, toute l'exposition change dans 1 mois et demi, puisque les pièces ne peuvent être présentées qu'1 mois et demi en raison de leur fragilité, notamment due à la lumière, à l'exposition et au mannequinage des pièces. Alors le kimono, c'était au départ, si je ne me trompe pas, une pièce réservée aux petites gens, on va dire, et puis après ce sont les samouraïs qui s'en ont emparés, et qui dit samouraï dit après l'aristocratie, puis toute une panoplie de personnes, de gens, qu'elles soient femmes de guerriers, femmes de commerçants. Il y a toute une histoire. Bien sûr. Alors le kimono, en fait, c'est un terme un peu impropre parce que ça désigne l'ensemble de l'habillement au Japon. Au départ, on l'appelait vraiment le kozode qui veut dire petite manche, et qui détermine en fait pas seulement la taille de la manche, mais la taille de l'ouverture par laquelle on passe la main. Ce kozode, il s'est répandu effectivement dans toute la société à partir du XIIe siècle, et il était porté de manière uniforme. Et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques très importantes de ce costume. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres exemples au monde. Il est unisexe, il est porté par toutes les classes sociales, par tous les types de personnes au fond, et pour tous les types de cérémonies. Donc le seul moyen de le différencier, c'est vraiment son décor. Et c'est là vraiment qu'on va pouvoir déterminer quel type de kimono il est. Alors par exemple, une femme de marchand, une femme de samouraï, une aristocrate. Et je dirais que les femmes de marchand, bien sûr, ont beaucoup plus de liberté pour le porter. Elles peuvent choisir les motifs qu'elles souhaitent. Elles ne sont pas en représentation comme les femmes aristocrates. Donc on va assister à un développement des techniques, des matières, des motifs et même de procédés de tissage et de teinture qui vont permettre de faire de ce kimono un véritable objet d'art. Alors vous dites un vêtement unisexe, mais là dans cette exposition ce sont uniquement des kimonos portés par des femmes qui sont présentées, et c'est un vêtement qui répond à une architecture presque, parce que ce sont des règles extrêmement précises. Il y a 7 pans. Vous pouvez nous en dire plus sur l'architecture de ce vêtement? C'est un vêtement qui est fait vraiment de la même façon. Il a une forme constante, il est en forme de T. Ce sont 7 pans cousus ensemble dans une coupe très droite. Après, c'est vraiment la manière de le porter, la manière de le nouer qui va le différencier. Les kimonos de femmes ont une particularité, c'est qu'ils sont fermés avec une ceinture très large, très rigide, qu'on appelle le obi, et qui est agrémenté d'un très gros nœud à l'arrière. Et ce obi, au fond, qui est très rigide, qui va structurer le corps, la démarche, et je dirais rendre quasiment immobile toute la partie supérieure du corps, et bien peut se comparer au corset européen. Et les femmes, donc, ont été assez contraintes, à la fois dans leur démarche, à la fois dans leur place, finalement, dans la société. Et cet abandon du kimono va coïncider avec le moment où elles vont commencer à travailler. Donc il est un marqueur aussi social, et c'est vraiment au moment où les femmes vont s'émanciper qu'elles vont petit à petit l'abandonner. Mais c'est là où c'est incroyable, parce qu'il y a un paradoxe entre le moment où le Japon a commencé à quitter le port du kimono et où, du coup, la mode en France et en Europe a commencé à se japoniser, et là, le kimono est apparu chez les créateurs européens. C'est assez curieux, il y a une forme de chassé-croisé, si vous me passez l'expression, où au moment où finalement le Japon ouvre ses frontières, au moment de la restauration de l'ère Meiji en 1868, le kimono arrive en Europe, il est présenté dans les expositions universelles, les collectionneurs commencent à le collectionner, à le porter chez eux. Les Européens s'y intéressent. Des peintres comme James Tissot, dont on voit d'ailleurs une très belle peinture dans l'exposition, les représente ces femmes portant des kimonos dans des poses très sensuelles, puisque en fin de compte les femmes le porteront comme un vêtement d'intérieur à ce moment-là, alors qu'au Japon c'est un vêtement d'extérieur. On le porte comme un déshabillé. Et bien au même moment, les Européens arrivent au Japon, et les Japonais se désintéressent du kimono pour porter le vêtement occidental. Mais je dirais que ces rapports et ces échanges entre la France et le Japon, finalement, n'auront de cesse de durer à partir de cette période jusqu'à aujourd'hui. Alors un mot du kimono aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente dans le Japon d'aujourd'hui? On le porte plus beaucoup. Certes, les courtisanes le portent encore à Kyoto pour des cérémonies officielles ou des cérémonies du thé. Quelques jeunes femmes l'ont réintroduit dans leur garde-robe parce qu'il évoque aussi l'univers des mangas, évidemment, qui est très à la mode au Japon. Mais il est vrai qu'on le porte désormais plus que pour le mariage ou pour des cérémonies très officielles. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Aurélie Samuel. C'est à voir au musée Guimet jusqu'au 22 mai. Voilà, merci beaucoup. Merci. On termine avec